Australie, Inde et Côte d'Azur. C'est pas sympa comme programme, ça. Invitation au voyage, c'est parti. Direction Nice pour notre premier voyage. Il y a une particularité dans cette ville avec les peintres. Matisse, Chagall, Renoir, Klein, Dufy, tous sont passés par là. Et il y a Modigliani, une parenthèse ensoleillée dans une vie en clair très obscure. À Nice, la lumière est une fête, surtout l'hiver. Quand le soleil rasant réveille les façades le matin, c'est une explosion de couleurs. Baignée par le bleu profond de la Méditerranée, à 2 pas de l'Italie, la capitale azuréenne décline sa douceur de vivre avec nonchalance. Sa lumière caressante avait de quoi toucher un artiste aussi reclus qu'Amedeo Modigliani, le peintre des portraits en intérieur. En mars 1918, Amedeo Modigliani, tourmenté par ses démons et l'alcool, se réfugie sur la Côte d'Azur pendant 1 an avec sa compagne, Jeanne Hébuterne, peintre elle aussi, enceinte de quelques mois. À 34 ans, Modigliani fuit les rigueurs de la guerre, les déconvenues de la vie d'artiste, mais peut-être aussi les faiblesses liées à la tuberculose qui ne lui laissent guère d'espoir. Entre Nice et Cagnes, l'artiste sombre et torturé va trouver une forme d'apaisement. Lui, le peintre des visages mélancoliques, va peu à peu éclaircir sa palette et s'ouvrir au spectacle de la nature, en réalisant sur la Côte d'Azur les seuls paysages qu'il ait jamais peints. Lové sous le soleil le long de la baie des Anges, Nice est la ville méditerranéenne par excellence. Dans le vieux quartier, les hautes façades préservent la fraîcheur dans les ruelles étroites. Au bout, toujours une place, comme ici, le cours Saleya, où s'anime tous les jours le marché local, à l'atmosphère méridionale. C'est dans ce vieux Nice, animé et autrefois populaire, que s'installe Modigliani dans un petit hôtel de la rue de France. Comme à Paris, il aime y boire jusqu'à plus soif et peindre des femmes derrière ses persiennes. Ici, les prostituées sont les seules qui acceptent de se dénuder pour poser. Mais dans cette ville où tout évoque la Riviera italienne et la région de la Ligurie, Modigliani, l'italien, retrouve aussi un peu de la douceur de son enfance. Il existe toujours une culture niçoise qui est un peu décalée à la fois de l'Italie et de la France. On reconnaît une variété de couleurs qui étaient les couleurs ocre, qu'on retrouve beaucoup dans toute la Ligurie, ocre rouge, ocre jaune. Pour Modigliani, c'est un baume pour les yeux après 10 années de grisaille parisienne. Il semble renaître. Dans la capitale azuréenne, il continue à peindre les mêmes visages éthérés. Mais c'est un peu comme s'il ouvrait la fenêtre de son atelier. Voilà, Modigliani retrouvait un peu de son Italie natale, dans les couleurs bien sûr, dans l'architecture, mais beaucoup dans la lumière, parce qu'à Paris, il a beaucoup souffert du manque de lumière. Au soleil de Nice, sa peinture a beaucoup évolué, sa palette s'est éclairée. À Paris, il avait une palette plutôt sombre, et à Nice, il a commencé à utiliser des couleurs qu'il n'utilisait pas. Notamment une couleur qui revient toujours, c'est une espèce d'abricot avec des températures de couleurs différentes, plus rouges ou plus rosées. Et il utilisait pour les fonds des bleus très puissants, ou des verts, ou des jaunes, des couleurs qu'il utilisait très peu à Paris. Donc il y avait un bonheur d'être qui s'est reporté sur la peinture, puisque la peinture a vraiment est devenue éclatante. L'artiste tourmenté trouve ici une forme d'apaisement, au contact avec la mer en particulier. La mer, justement, se trouve tout près, derrière le marché. Modigliani y découvre cette autre Nice, tournée vers la baie des Anges, les embruns et la contemplation.
C'est la fameuse promenade des Anglais qui étire déjà ses 7 kilomètres et ses chaises bleues le long de la Méditerranée. J'ai flâné un peu ces jours-ci. La féconde paresse, le seul travail. À l'époque de Modigliani, cela fait déjà plus d'un siècle que les riches Anglais ont découvert la douceur de l'hiver niçois. Mais tout un monde sépare ces aristocrates des habitants du vieux Nice populaire. Quand les Anglais arrivent à Nice, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, ils ne vont pas fréquenter les indigènes. En quelque sorte, ils se bâtissent une ville comme ils le font au Cap, aux Indes, à côté de la ville indigène. Cette promenade des Anglais, au départ, c'est absolument pas une route, c'est absolument pas une voie urbaine qui est destinée à aller d'un point à un autre. Il faut l'imaginer comme un balcon. C'est un balcon sur la mer. Un balcon où le peintre, comme beaucoup d'hivernants, aime se promener pour soigner ses poumons rongés par la tuberculose. Il y a une croyance que la villégiature dans les villes maritimes est bonne pour la santé parce qu'on profite des embruns. On a hérité des pratiques anglaises du XVIIIe siècle, celui de la déambulation, celui de la découverte d'un paysage maritime absolument exceptionnel, d'une lumière qui est au cœur de l'hiver splendide. Au fil du siècle, la promenade est devenue le rendez-vous des têtes couronnées d'Europe. Le bord de mer s'est couvert de villas baroques, de palais somptueux ou de palaces devenus légendaires comme le Negresco. Modigliani espère que son marchand de tableaux, Léopold Zborowski, parviendra à vendre quelques toiles à ses riches hivernants. Mais Nice est en train de basculer dans une autre époque. Le temps de l'arrivée de Modigliani, le contexte a évidemment complètement changé puisque ces grands palaces, ces hôtels de luxe ont été réquisitionnés pour le confort avant tout des soldats qui ont été blessés. Et puis la clientèle internationale a déserté les lieux. Et donc Nice n'est plus ce caravansérail cosmopolite tel qu'elle pouvait l'être avant-guerre. C'est vraiment les derniers feux de la belle époque. Les tableaux se vendent mal. L'époque est difficile, même pour les grandes fortunes. Sans le sou, Modigliani quitte Nice pour un autre refuge, plus simple, plus reculé aussi. Cagnes-sur-Mer, à une quinzaine de kilomètres. Cerné d'un paysage naturel spectaculaire, le petit village fortifié est baigné par la même lumière exceptionnelle. C'est un aimant pour de nombreux artistes parisiens. Au début du XXe siècle, Cagnes, c'est un petit territoire, mais avec beaucoup de paysages différents. Il y a la mer, il y a la campagne avec des oliviers, tout est couvert d'oliviers. Pour les peintres du XXe siècle, les sources pour eux d'inspiration. Parmi les voisins de Modigliani, un monstre sacré de la peinture, Auguste Renoir. Le grand maître a installé son atelier parmi les oliviers du domaine des Colettes, qu'il ne quitte quasiment plus jusqu'à sa mort. Renoir, c'est le maître et il va être une attraction pour Cagnes, puisque de nombreux peintres vont venir ici lui rendre hommage en pèlerinage en quelque sorte. Matisse, par exemple, se rendra ici, Modigliani. Mais plus que son illustre voisin, ce sont les gens du cru qui intéressent le portraitiste. Dans le petit village azuréen, comme ailleurs au soleil du sud, on vit dehors à l'époque. C'est dans ces ruelles pentues que le peintre trouve de nouveaux modèles.
Contrairement à Paris, il a peint tous les enfants qui tournaient dans le village. Il devait leur donner 3 sous et les faire poser. D'ailleurs, on les voit, ils posent très sagement. Et on sent que Modigliani avait beaucoup de tendresse pour eux. Chaque visage de l'enfant est très différent, beaucoup d'émotions. On peut lire les émotions sur tous les enfants du village, notamment la petite fille en bleu, qui est un de ses chefs-d'œuvre. En fait, il peignait autour de chez lui, dans le village. Il ne s'est pas éloigné. Il a peint dans sa cuisine et probablement dans la maison où il habitait. Il a fait toute une série d'enfants. À Cagnes, Modigliani signera une quinzaine de portraits d'enfants, dont celui de Marie qu'il peint le visage fermé. La fillette lui a apporté de la grenadine au lieu d'un verre de vin. Le peintre est en colère et projette son émotion sur le portrait de l'enfant. Le critique d'art Alain Amiel est sur les traces de ces enfants qui ont grandi dans le Cagnes campagnard du début du XXe siècle. Et j'espérais en trouver au moins 1 ou 2 ou 3 qui disent « Ah ben c'était mon grand-père ». Mais malheureusement, à ce jour, non, mais je n'ai pas désespéré, je continue à chercher. Ces enfants, en fait, sont les grands-parents de gens vivant actuellement. Oui, si vous aviez un grand-père ou une grand-mère. Oui. Donc, comme vous voyez, il y a deux petites filles. Oui, oui. La personne, vous voyez où il y a cet escalier, là? Oui. C'était une dame qui a été le modèle de Renoir pendant très longtemps. Elle devait avoir une dizaine d'années, 12 ans. Ah, bon, alors c'est bon. Alors, elle est peut-être dedans. Oui, oui, c'est ça. Depuis ces placettes qui s'ouvrent sur des collines couvertes d'oliviers et de cyprès, Amedeo Modigliani échappe peu à peu à son enfermement intérieur et se laisse gagner par la sérénité du lieu. L'artiste, qui jusque-là n'a peint que des portraits en atelier, va finalement s'ouvrir ici à un thème qu'il n'avait jamais abordé jusque-là, le paysage. De toute sa carrière, Modigliani ne peint que 4 paysages, mais les 4 ont été réalisés ici. Dans ces paysages, on reconnaît tout à fait son style de Modigliani, avec des arbres très stylisés, des choses très simples, très pures, très colorées, et peintes en portrait, et pas en large, comme on fait pour les paysages. Alors on pourrait dire que ce n'est pas des paysages, c'est des portraits de paysages de Modigliani. Malgré les douceurs de la nature et des lumières, Modigliani reste un peintre de portrait, un homme malade et un artiste tourmenté. À Cagnes, où il peine à trouver des modèles, il s'ennuie de la capitale. Au printemps 1919, il finit par remonter à Paris, où ses démons et la maladie finiront par l'emporter au bout de quelques mois, à l'âge de 36 ans. Pour Modigliani, la Côte d'Azur restera une parenthèse de lumière trop tôt refermée. Nice a attiré les peintres. Et à une quarantaine de kilomètres, la ville de Grasse, elle, attire les